moi, c'était le seul parmi tous les camarades qui n'avait jamais pris une arme de sa vie. Et après, quand on a commencé à tirer, j'ai passé une journée entière à penser, à dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Malheureusement, maintenant, il n'y a pas une autre solution. Il faut prendre les armes. En 2017, à 2 reprises, pendant l'été et pendant l'automne, nous sommes allés à Raqqa, qui était à l'époque la capitale de l'État islamique, filmer les volontaires étrangers qui combattaient tous les jours contre Daesh. Les volontaires étrangers qui sont partis combattre en Syrie, la plupart en fait, ils ont rejoint en fait, ce qu'on appelle les YPG, qui est un groupe de combattants kurdes principalement, donc, qui combattait contre l'État islamique et qui a été fondé au début de la guerre en Syrie. Ce que j'en retenais, moi, hein, c'est que c'est plutôt des marxistes, en gros, pour aller vite, quoi, entre socialistes et communistes avec des tendances anarchistes. Il y a eu un appel en fait sur les réseaux sociaux. Il y a eu un appel au soutien, à la solidarité en fait pour venir aider les Kurdes à combattre Daesh. Et il y a eu des volontaires étrangers qui ont répondu en fait à cette annonce. On leur a envoyé un formulaire. Enfin voilà, une fois que c'était enclenché, ils ont rejoint l'Irak et on les faisait rentrer en fait illégalement en Syrie. Les volontaires des brigades internationales avec qui on était à Raqqa, si je voulais les décrire, ils ressemblent assez aux gars avec qui on boit des coups à Montreuil ou rue Oberkampf, sauf qu'ils ont un uniforme et une Kalachnikov. C'est ça la différence, quoi. En fait, quand ils décident de s'engager en Syrie pour aller combattre Daesh auprès des YPG, on leur demande en fait un engagement de 6 mois. Il faut qu'ils restent là. La plupart, en fait, ils n'ont aucune formation militaire. Et une fois arrivés en Syrie, ils rentraient dans une académie où pendant 1 mois, on allait leur apprendre quelques rudiments kurdes, puisqu'il y avait la problématique de la langue, super important, notamment sur un terrain de guerre, dans un terrain ou dans des situations qui peuvent être ultra stressantes, ultra compliquées. Il fallait qu'ils arrivent à se comprendre, notamment avec les combattants kurdes. Et puis aussi le maniement des armes. Et c'est pas du tout des chiens de guerre, quoi. C'est ça qui est marrant. Ils discutent cinéma, ils discutent politique. Il y en avait un Américain, il me disait « Ouais, mais moi, mon film préféré, c'est Stalker. » Je dis « Mais Stalker, le truc russe, là, imbitable. Ouais, je trouve que c'est un film génial. » Et au sein de ces groupes, il y a des Américains, des Canadiens, des Européens. Il y avait il y avait 1 ou 2 combattants chinois qui étaient là. Ils ont des formations. Ils viennent de tous les horizons. Il y en avait un, il était féministe. L'Espagnol, il était féministe. Mais féministe, hardcore, quoi. Il était contre les armes. Il avait mis une petite main de poupée pour boucher sa Kalachnikov. Parce qu'il faut boucher le canon de la Kalachnikov pour éviter qu'elle s'enraye à cause du sable et tout ça. Donc quand tu combats pas, tu mets un bouchon. Et lui, il avait mis une petite main de poupée. Il avait collé un autocollant Winnie the Pooh, Winnie l'ourson, sur la Kalachnikov. Il disait, mais parce qu'il faut pas les respecter, ces trucs-là, ça donne la mort. Et en même temps, il tuait des gens quand la nuit arrivait, quoi. Et c'était un excellent tireur de RPG. I want to go to the stadium and get a jersey from the Raqqa football team. A jersey, you know, the tricot? Of Daesh? No, of Raqqa, man, of the Raqqa team. They have a football stadium. Raqqa team, man. What the fuck are you talking about? Which Raqqa team, man? Which one? Khilafa Football Club? Do you think they played soccer anytime recently? It's haram. You can't play soccer. That's way to play. You can only cut heads and play soccer with them. That's not haram. Dans la zone où on était, qui était, je crois, le front ouest, mon évaluation, c'est qu'il ne devait pas y avoir plus de 150 combattants étrangers. Il y en avait d'autres au front sud. Il y en avait d'autres du côté de Sinjar. Donc, sur tout le territoire, je ne peux pas donner un chiffre sûr, mais il y avait peut-être, à ce moment-là, allez, 500, 600 personnes à tout casser, combattants étrangers qui étaient sur le terrain. On a rencontré un premier groupe et ensuite on a rencontré le groupe Marcelo. Parce que le chef s'appelait Marcelo. Et c'était son nom de guerre, tout le monde l'appelait Marcello. Il était marocain par sa mère et italien par son père. La mission du bataillon Marcelo, quand on les rencontre, c'est de faire des opérations de nuit. C'est un bataillon de 12 hommes. Et il y en a 8 chaque nuit qui rentraient, qui pénétraient en territoire Daesh pour faire avancer la ligne de front. C'était gagner maison par maison, c'était déminer maison par maison, en sachant qu'en fin de compte, il y avait un risque d'embuscade, il y avait la problématique des mines, il y avait les snipers. Donc enfin voilà, c'était des missions à haut risque. Franchement, les mecs,
ils étaient seuls, quoi, avec de l'armement extrêmement léger. Les mecs de Daesh avaient tout miné, ils avaient des fusils, ça s'appelle des douchkas, qui faisaient des trous dans les murs. Parce que même quand tu étais derrière un mur, tu n'étais pas sûr d'en prendre une, de pas en prendre une. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Daesh, ils avaient atteint un niveau de perversité en termes de mines et d'expertise assez dingue, en fait. Et où que vous alliez, il y avait un risque, en fin de compte, de sauter, quoi. Donc c'était... il y avait une grande prudence par rapport à ça. Tous les soirs, sortir en zone super hostile et être engagé tous les soirs, se faire tirer dessus tous les soirs, être confronté aux mines tous les soirs, ça n'existe pas. Normalement, dans un armée normale, d'abord, vous avez la protection des hélicoptères qui regardent s'il n'y a pas des types qui vous attendent. Vous êtes dans des blindés. Eux, ils avaient un blindé qui les amenait au bord de la ligne de front, là où commençait le territoire ennemi. Le blindé se barrait, ils étaient tout seuls dans le noir, et il fallait qu'ils avancent. Avec une contrainte, c'est qu'il fallait qu'ils soient rentrés avant que le soleil se lève. Parce que sinon, en fin de compte, ils devenaient visibles à l'ennemi. Et enfin voilà, là, ils s'exposaient à un danger encore plus important. Guys, we have to make a run for it, all right? Oh, yeah. All right, let's go. I'm gonna wait. Mais c'est un niveau de danger inimaginable, quoi. Et par des non-professionnels, par des poètes, quoi. J'ai vu une guerre faite par des poètes. Et c'est quand même assez génial, quoi, entre deux combats, être capable de discuter des scénaristes italiens, de pourquoi la nouvelle vague italienne a été un tel succès, et pourquoi il y a eu une décadence du cinéma italien. Et je pense, en fait, beaucoup d'entre eux étaient dans une quête de sens, en fait. Et je pense que ils se retrouvent plongés dans un moment d'histoire, en fait, qu'ils ont voulu vivre, en fait. Quelque chose d'une intensité incroyable. One of the main reasons socialism is shit everywhere, and now it's almost gone, is because we don't talk anymore to the working class. We don't talk anymore to the real people, to the main people, and now we're... Why we have the big crisis now with Italian movies? You know why? Before Italy, we had like a great cinematography, enormously good, okay, like amazingly good, and it was mostly talking about the working class, talking about people who were like poor, comedies about poor people, and now they're trying to make movies like United States makes them. You know, they talk about like rich people. Pour moi, ces volontaires, c'est pas des dingues. Je pense qu'ils sont. Ce film, il est particulier quand même parce que c'est un film qui se passe à Raqqa où il y a aucun tir. Il y a aucun tir en fait. Bon, il y a un tir de roquette, mais sinon à part ça, à un moment, il y a pas d'hystérie. Ils sont très calmes. Leur cheminement jusqu'à Raqqa, c'est quelque chose qui a été pensé en fait. C'est un long process. Et en plus, il y avait cette dimension historique, que pour eux, c'était le nouveau fascisme. Daesh, c'est le nouveau nazisme. Donc, comme les brigades internationales s'étaient levées en Espagne en 1936, eux, ils estiment qu'ils s'étaient levés pour combattre ce nouveau nazisme. Il y avait des jeunes qui avaient un engagement profond, qui étaient militants dans la vie civile, d'autres peut-être moins, qui sont venus pour combattre Daesh, d'autres qui sont venus pour combattre Daesh et pour défendre la révolution Rojava. Il y avait vraiment des différentes motivations. Après, on est allé les retrouver, pas tous, mais 4 d'entre eux, à leur retour dans leurs pays respectifs. Et à part Marcello, qui était un peu atteint, les autres, je trouvais que ça allait, quoi. Quand on a fini le montage du film en décembre 2018, janvier 2019, il y avait une 50aine de volontaires étrangers qui étaient morts en Syrie. Il y a pas mal de combattants qui ont été également blessés. Et puis après, il y a tous ceux qui rentrent, mais qui rentrent aussi avec beaucoup ont été impactés, je pense, psychologiquement. De toute façon, il y a quelque chose de complètement antinaturel dans la guerre. Enfin, tu vois, nous, on reste 3 semaines, on revient, on cauchemarde pendant 1 semaine, on tombe malade parce que les défenses immunitaires s'écroulent, et nous, on reste 3 semaines. Eux, ils restent 1 an, des fois 2 ans. Marcello, il a fait 3 ans de combat. Dans des batailles que tu croyais perdues, quoi. Je ne sais pas s'il y a encore un afflux important, comme il y a pu y avoir en 2017, de volontaires étrangers, mais j'ai gardé contact.
J'ai gardé contact avec des combattants que j'avais rencontrés, qu'on avait rencontrés avec Paul pendant nos séjours là-bas. Et il y en a qui sont là-bas actuellement. Il y en a qui sont là-bas. Il y en a pas mal qui sont rentrés. Et certains sont rentrés et sont retournés en fait. En Syrie, et pour apporter soit un support logistique, essayer de s'impliquer un peu plus, pas forcément dans les combats armés, mais enfin voilà, dans la révolution au Rojava. C'était un peu des punks, quoi. Et en même temps, leur courage... Enfin, il y a beaucoup de militaires qui ne connaîtront, je dirais là, 99% des militaires de carrière, de métier, ne connaîtront jamais un tel niveau d'engagement tel qu'eux l'ont connu. Jamais. Et ce qui les réunissait, c'était non pas leur identité, mais une vision universelle qu'ils avaient du monde. Et ça, franchement, dans un moment historique qu'on traverse, où les gens sont obsédés par leur identité, manipulés par leur identité, on est soit musulman, soit juif, soit chrétien, soit... Et d'avoir ces gars-là qui mettaient au-dessus de tout une idée universelle de démocratie, de vivre ensemble, de respect des femmes, d'égalité homme-femme, de démocratie sociale, j'avais l'impression d'ouvrir la fenêtre, quoi.